2, 3. Qui c'est bon s'il vous plaît. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie d'abord de cette invitation et puis je remercie le frère d'avoir fait cette présentation un peu impressionniste mais qui donne bien un ressenti, un vécu et une analyse en même temps des rapports très conflictuels, très tumultueux, très obliques et complexes entre la France et l'Algérie. Moi, on m'a demandé d'intervenir sur le cadre géopolitique actuel et la place de l'Algérie dans les événements qui se déroulent à travers la planète. Depuis le 24 février 2022, il y a une guerre qui s'est déclenchée en Europe en opposant la Russie à l'Ukraine. Ce conflit est un conflit majeur, c'est le premier conflit de cette dimension depuis la guerre de l'OTAN en Yougoslavie. Et c'est pas seulement, tout le monde l'a compris, ce n'est pas seulement un conflit entre deux pays, c'est un conflit entre deux visions du monde, c'est un conflit entre deux blocs géopolitiques. Un bloc géopolitique dominant depuis 5 siècles, qui est l'Occident collectif, qui utilise l'Ukraine comme bélier contre l'émergence d'un contrepoids stratégique incarné par la Russie et ses alliés, dont la Chine en particulier. Et cette confrontation qui a été latente depuis plusieurs années, parce qu'on sait bien que ce qui se passe aux frontières de la Russie est directement lié à l'héritage non soldé de la liquidation de l'URSS, mais également, en ce qui concerne l'Ukraine plus précisément, en la contestation des méthodes utilisées par le gouvernement de Kiev pour gérer les populations russes et russophones de Crimée et du Donbass. La guerre est donc le résultat d'une très longue maturation qui a duré presque une dizaine d'années et qui, devant l'impasse politique dans laquelle se trouvait la situation et devant le danger vital pour ces populations russes et russophones, les Russes de Moscou ont décidé d'intervenir. Cette intervention a suscité immédiatement et très très rapidement, d'ailleurs avec une rapidité tout à fait surprenante, une réaction unanime de l'Occident, inédite en termes de contrôle de l'information et en termes de mise en place d'un dispositif de sanctions extrêmement dur, visant et c'est explicitement dit, à assurer la défaite de la Russie. Alors là, effectivement, on peut se poser des questions sur la réalité de ce type de décision. Comment peut-on espérer assurer la défaite d'une puissance nucléaire majeure ? C'est une posture extrêmement risquée, extrêmement dangereuse. En plus des risques inhérents au développement de cette guerre, il y a la posture dans laquelle tout un ensemble de pays qui ne sont pas directement impliqués ou en tous les cas concernés directement par le conflit sont mis dans une position de choix. Et ça a été explicitement dit, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. L'Occident nous laisse peu de marge de manœuvre. Et là-dedans, l'Algérie, quelle position, quel type d'adaptation, d'adéquation à cette réalité peut-elle développer ? Alors l'Algérie, tout le monde le sait, c'est un pays qui occupe une place géostratégique assez intéressante aux confins de la Méditerranée occidentale, de l'Afrique et sur la rive sud de l'Europe, en quelque sorte. C'est aussi un pays qui a un énorme potentiel et d'énormes fragilités. La première de ces fragilités, c'est bien sûr le régime lui-même. C'est un régime politique qui est de nature militaro-policière, on l'a bien décrit, tout le monde le sait. Il n'y a pas grand mystère sur la nature du régime algérien.
C'est un régime brutal, liberticide. On voit bien aujourd'hui le nombre de prisonniers politiques complètement pacifiques. Ce sont des gens ces journalistes qui sont en prison, ces activistes qui sont en prison, de toutes les obédiences, hein, qu'ils soient laïcs ou pas, islamistes ou pas, sont des gens qui ont tous refusé la violence comme moyen d'expression politique. Eh bien, ils se retrouvent malgré tout en prison. C'est un régime incompétent, puisqu'on voit bien au bout de toutes ces années, depuis le coup d'État militaire du 11 janvier 1992, on voit bien la situation socio-économique du pays, hein, en dépit des revenus considérables, colossaux même, générés par la rente pétrolière, générés par l'exploitation des ressources fossiles du pays. On voit bien l'impasse et la situation de très grande précarité, de misère, d'une partie extrêmement significative de la population. Les Algériens ne sont pas nourris convenablement, ne sont pas soignés convenablement, vivent des conditions extrêmement difficiles et on affronte quotidiennement toutes les difficultés qu'on peut imaginer. Cette situation a d'ailleurs provoque ce phénomène que nous connaissons tous, qui est celui de la harga, hein, de tous ces jeunes, ces moins jeunes, de ces jeunes hommes au départ, depuis une vingtaine d'années. Ce n'est pas un phénomène récent. C'est depuis une vingtaine d'années, ces jeunes, ces moins jeunes, et les années de plus 60, en plus. les années 70 aussi. Non, c'est pas depuis la harga, c'est depuis le début des années 90. Donc c'est une harga légale. La harga illégale. La harga, c'est illégal par définition. C'est les gens qui brûlent le passeport. D'accord. Donc, il n'y a pas de harga légale. Donc, ces gens-là, c'est par milliers qu'ils essayent d'échapper de manière illusoire à l'enfer qui leur est promis par la non-gestion de l'Algérie, par cette dictature. Alors, on le sait tous, ce sont des corrompus. On l'a vu lors de la succession de Bouteflika, on a vu les guerres interclaniques, on nous a montré l'étendue extraordinaire de la corruption du régime militaire algérien. Ils se sont réglés leurs comptes par tribunaux interposés, et vous avez, je ne sais plus, 50 généraux en prison, 2 premiers ministres, un nombre incalculable de ministres et de préfets, qui montrent bien que l'immoralité, la corruption faisait partie de l'ADN de ce système. Tout ça, malgré tout, et en dépit de tout cela, ce régime a gardé plus ou moins une partie de l'héritage de la lutte de libération nationale, qui est au moins la souveraineté formelle du pays. Et aujourd'hui, nous, de diverses sensibilités qui avons à assumer nos responsabilités face à la réalité, face à ces contraintes-là, nous sommes placés devant une situation complexe. Notre condamnation sans recours du régime, sans appel du régime, ne doit pas fragiliser la position du pays tout entier. Autrement dit, la lutte contre le régime n'est pas une lutte contre l'Algérie. Et il y a une différence fondamentale, politique et analytique, que nous devons faire. C'est très désagréable, parce que ce n'est pas facile. Nous sommes obligés de faire preuve d'un sens politique élevé face à une réalité extrêmement complexe. Et donc, notre position vis-à-vis du régime là, ne change pas d'un iota. Je suis un opposant déclaré au coup d'État militaire depuis le premier jour. Tous nos écrits sur Algeria Watch sont ouverts à tous. Nous n'avons jamais dérogé d'un iota à cette ligne politique. Cette ligne politique est la contestation radicale du régime liberticide, corrompu et d'une extraordinaire incompétence, parce qu'il y a des régimes liberticides et corrompus, mais qui ont un minimum de compétences. Regardez la Corée du Sud. Les généraux sud-coréens ont réussi à construire une économie et un pays viable. Nos généraux ont réussi à transformer notre pays en bazar horrible. Voilà. Donc, il y a un échec retentissant qui ne doit pas nous aveugler, qui ne doit pas nous conduire à